Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire consacré aujourd'hui à l'AI Act, comment garder le contrôle sur vos logiciels et systèmes d'intelligence artificielle. Alors, je me présente très rapidement, puis ensuite, je vais laisser chacun des collaborateurs qui vont parler aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire se présenter. Donc, je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle DPO Consulting, qui est un cabinet de conseil en protection des données d'une façon générale, donc réglementation applicable sur la data plus généralement, RGPD, DORA, NIS2 et puis évidemment l'AI Act. Et cette société est également l'éditeur d'une solution qui s'appelle MyDPO, qui est aujourd'hui une solution de référence en matière de protection des données et qui embarque désormais toute une partie relative à l'AI Act. Pour vous présenter tout ça, et on va revenir un peu en détail sur chacun des éléments de comment je garde le contrôle sur mes logiciels et mes systèmes d'IA. Donc, on fera une petite passe sur la réglementation applicable, puis ensuite comment je fais concrètement. Pour tout ça, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir Olivier Buchan et Imen Sahir de MyDPO, que je vais tout de suite laisser se présenter. Alors, moi, je suis Imen Sahir, je suis la product owner de la solution MyDPO. Et Olivier Buchan, je suis le CTO pour MyDPO Solutions et également consultant en cybersécurité et en protection des données. Super. Alors, peut-être que pour voir dans un premier temps la réglementation, il faut qu'on vous fassiez à l'idée dans le cadre de l'AI Act d'une importante distinction entre le rôle de déployeur et de fournisseur. Alors, avec des guidelines qui ont été proposés pour déterminer quand est-ce qu'on est déployeur et quand est-ce qu'on est fournisseur, et des sujets sur lesquels on n'est pas encore totalement au clair. Le fournisseur, c'est celui qui va développer ou qui fait développer un système d'intelligence artificielle qui le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sous sa propre marque. Donc, dans la mise en service, il faut avoir en tête qu'on n'est pas forcément dans une mise en service avec une mise à disposition au public. Vous pouvez très bien avoir un système d'intelligence artificielle qui est lié finalement, qui est dédié à vos interlocuteurs internes et donc principalement à des chefs de projet, à des commerciaux ou à des DRH. À partir du moment où il est mis en service, même en interne, avec le nom du style, le nom de votre société, petit LLM qui remplacerait un chat GPT mis à disposition en interne, vous devenez de facto fournisseur de systèmes d'intelligence artificielle, quand bien même vous ne l'avez pas développé vous-même. À partir du moment où vous avez fait développer un système d'IA, vous restez aussi fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez décidé, je ne sais pas, de développer un super système pour gérer vos recrutements et analyser les CV, mais que vous allez le faire développer par une société externe sous la base de specs fonctionnels et techniques que vous allez vous-même créer, ou de toute façon pour simplement l'avoir sous votre marque, et bien du coup, vous resterez fournisseur. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'entre le fournisseur et le déployeur, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes obligations, on va les regarder en détail, mais ça veut dire surtout que si vous n'êtes pas fournisseur, vous êtes déployeur et donc il faudra s'assurer que les fournisseurs et les éditeurs auxquels vous ferez appel sont 100% conformes. On va y revenir. Sur les déployeurs, c'est celui qui va utiliser le système d'intelligence artificielle, sauf quand ce système est utilisé dans le cadre d'une activité personnelle. Donc, ChatGPT utilisé pour organiser vos congés, vos vacances et un road trip que vous avez prévu en Espagne, et bien ça, pour le coup, vous n'êtes pas officiellement déployeur. Par contre, vous utilisez un outil comme, je pense à Tomorrow, des outils de Contratech, dans lesquels je vais avoir une IA embarquée, ben là, pour le coup, vous êtes déployeur d'un système d'intelligence artificielle. Vous pouvez donc devenir fournisseur, même quand vous êtes déployeur, dans un certain nombre de situations. D'abord, si vous commercialisez sous votre propre marque. Donc, en fait, comme si vous faisiez une licence libre, vous devenez, finalement, vous utilisez juste votre marque et vous mettez à disposition un système. Ben là, pour le coup, vous devenez fournisseur. Une autre option, c'est s'il y a une modification substantielle du système d'intelligence artificielle. Alors, la définition de modification substantielle a fait l'objet de
beaucoup de discussions, et d'ailleurs toujours pour certaines parties en discussion. À partir du moment où vous allez par exemple entraîner un LLM sur vos données, on va considérer qu'il y a une modification substantielle du SIA et que donc vous allez devenir un fournisseur de systèmes d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Demain, j'ai pris un LLM sur étagère, je l'ai entraîné avec mes données et j'ai mis 2-3 autres briques sympathiques pour arriver à en faire quelque chose d'efficace. Et bien, du coup, je deviens fournisseur alors qu'a priori, j'étais plutôt déployeur. Et ensuite, il y a le dernier cas qui est le changement de destination du système d'intelligence artificielle. J'étais déployeur, j'ai choisi un SIA pour faire une analyse de CV et puis finalement, je vais l'utiliser pour faire des statistiques et prévoir la typologie de personnes qu'il va falloir que j'embauche dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça fait de moi, du coup, non plus un déployeur, mais à nouveau un fournisseur. On est sur quelque chose d'assez similaire de ce que vous avez entre le responsable de traitement et le sous-traitant. C'est assez capital de comprendre cette distinction parce que toutes vos obligations vont découler de cette distinction entre les deux casquettes. Alors, si vous êtes fournisseur, là où il y aura le plus d'obligations, c'est si vous êtes fournisseur de SIA à haut risque. En réalité, même si vous êtes à faible risque, enfin là du coup à risque en matière de transparence, comme il s'appelle, vous aurez quand même un certain nombre d'obligations, mais peut-être un petit peu moins. La première, c'est la documentation. Dans cette documentation, la notice d'utilisation est absolument capitale. Elle doit fournir l'identité du fournisseur, la destination et les performances du système, la robustesse, la cybersécurité, les risques prévisibles, les données qui sont utilisées, mais à tout niveau, à chaque étape du cycle de vie de la donnée, Donc, au moment de l'entraînement, au moment de la validation, au moment des tests et puis au moment de la prod, évidemment. Les mesures de contrôle humain qui doivent être mises en place et les ressources qui sont nécessaires et la durée de vie du système d'intelligence artificielle. Donc ça, cette notice d'utilisation, je suis fournisseur. J'ai donc développé ou fait développer, je répète, mais parce que c'est hyper important, j'ai donc développé ou fait développer mon système d'IA ou j'en ai pris un sur étagère que j'ai modifié soit en termes de destination, soit en termes substantiels, ou soit en y apposant ma marque. Par définition, je vais devoir fournir cette notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation, elle va être importante pour les utilisateurs finaux et pour surtout le déployeur qui va l'utiliser au quotidien. Vous allez aussi devoir mettre en place un certain nombre d'obligations annexes, parmi lesquelles vous allez retrouver l'évaluation de la conformité. Donc, en fait, vous devez avoir fait une analyse de risque et des évaluations de la conformité de votre système d'intelligence artificielle au démarrage. Vous devez également y ajouter une déclaration UE de conformité. Ça, ce sont pour les SIA à haut risque. Ce ne sera pas le cas pour les autres. Idem pour le marquage CE, si ce système d'intelligence artificielle est encapsulé dans un produit. C'est ce qu'on va retrouver dans les systèmes de vidéosurveillance ou c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans des oursons connectés, si je reprends l'exemple de la CNIL sur les AIPD. Il va falloir évidemment enregistrer ce système d'intelligence artificielle, prévoir une certaine forme d'accessibilité et surtout assurer une surveillance post-commercialisation. Donc, ces éléments-là sont absolument indispensables quand vous êtes fournisseur. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes déployeur, vous n'avez rien à faire. En plus de ça, il y a tout un système de gestion de la qualité à mettre en œuvre. Alors, ça, c'est obligatoire pour les SIA à haut risque. Ça n'est pas obligatoire pour tous les SIA. Donc, pour les systèmes d'intelligence artificielle qui seraient à des risques moins élevés. Si vous voulez retrouver la définition de quand est-ce qu'on est sur SIA à haut risque ou non, je vous invite à aller regarder nos précédents webinaires sur la page. J'en ai fait plusieurs sur l'AI Act et sur la mise en conformité à l'AI Act avec la distinction sur chacun de ces points-là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. J'y répondrai dans la mesure du possible. Dans ce système Oui. Justement, Marine, nous avons une question sur le tout premier slide d'Eugénie. Qu'appelez-vous un changement de destination d'un système d'IA? Eh bien, c'est comme les changements de finalité.
C'est-à-dire qu'en fait, on parle de cas d'usage dans le cas des SIA, dans le cadre des systèmes d'intelligence artificielle, on parle de cas d'usage. Donc, on va déterminer, quand on crée un système d'intelligence artificielle, les usages et la liste de tous les usages pour lesquels je vais utiliser ce système. Et en réalité, ça va correspondre peu ou prou à vos finalités en matière de traitement de données à caractère personnel. Quand il y a de la donnée perso, quand il n'y a pas de données perso, on sera vraiment sur la finalité, l'objectif poursuivi par ce SIA. Donc, en fait, s'il y a un changement, comme pour les changements de finalité dans les DPO, si vous avez un changement de cas d'usage, et ben pour le coup, on sera sur un changement de destination. Je reprends donc sur mon système de gestion de la qualité. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Il va falloir des procédures d'évaluation de la conformité. Il faut que ces procédures soient écrites, rédigées, accessibles et que tout le monde soit formé sur les sujets. Il faut qu'on ait des procédures de suivi et de gestion des modifications qui sont apportées au système d'intelligence artificielle. Il va falloir construire toute une documentation qu'on appelle la documentation technique, qui est extrêmement lourde puisqu'il faut que vous documentiez toute la conception, les développements et les tests. Donc, en fait, il va falloir évidemment conserver tous les jeux de données qui ont servi à la création du système, mais il va falloir aussi, quand vous avez fait vos specs fonctionnels et techniques, quand vous avez fait bouger un petit peu la conception du SIA, tout ça doit être documenté. Vous allez devoir faire des analyses de risque sur tout le cycle de vie du SIA. Et donc, l'analyse de risque, elle se fait au moment de la conception, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je vais concevoir mon SIA et que je vais l'entraîner sur des données. Si c'est des données du public, est-ce que j'ai des risques? Il va falloir que je réfléchisse dès la conception à quel serait l'impact en matière de vie privée, mais aussi en matière environnementale, mais encore aussi en matière éthique. Est-ce que je vais supprimer 40 postes et que ça va avoir un impact sur mes employés? Là, pour le coup, cette évaluation du risque, d'impact globaux sur les personnes concernées, donc les usagers, mais aussi sur l'entreprise, doit être faite à ce moment-là. Toujours cette surveillance post-commercialisation. Et ensuite, on a deux autres éléments qui sont quand même très, très importants. Le premier, c'est qu'il va falloir tout conserver pendant 10 ans, et c'est très long. Mais surtout, il va falloir des procédures relatives au signalement d'un incident grave. Ce qui est considéré comme un incident grave fait l'objet d'une définition dans le cadre de l'AI Act et qui peut aller jusqu'à la mort, mais on est sur des impacts potentiels qui peuvent être physiques sur les individus ou non physiques, mais sur des infrastructures qui sont critiques. Et donc ça, ce sont des procédures qu'il faut écrire sur comment on a le retour, quels sont les KPI que vous mettez en place pour avoir ce retour, voilà. Ça, c'est le genre d'infos qu'on va essayer d'obtenir. Et qui est informé, comment je fais pour récupérer les informations, puis comment je fais pour avoir un bouton d'arrêt d'urgence sur mon SIA si j'ai un incident grave. Voilà, donc ce système de gestion de la qualité, c'est un des points les plus critiques à mettre en place parce qu'opérationnellement, c'est assez lourd et ça nécessite une gouvernance et une organisation que beaucoup d'entreprises de taille moyenne n'auront pas forcément aujourd'hui. Et puis surtout, il faut des compétences techniques et juridiques assez poussées dans ces domaines-là. Je dois conserver tous les journaux pendant au moins 6 mois. Je vous rappelle qu'il y a même des décisions aujourd'hui aux États-Unis qui sont beaucoup plus lourdes puisque je dois avoir tous les journaux de conversation avec des LLM, par exemple, qui a été prononcé à l'égard de ChatGPT, enfin d'OpenAI en l'occurrence. Et puis, il va falloir que j'enregistre automatiquement tous les événements du SIA. Ça va de soi, mais je le rajoute sur la robustesse et la cybersécurité. On va devoir assurer un niveau constant de sécurité et de robustesse. Et donc là, ça veut dire avoir à minima mis le socle de cybersécurité que vous mettez habituellement sur tous vos systèmes. Mais sauf qu'en plus, comme ce sont des systèmes qui sont pervertissables, on va dire, que je peux pervertir, que je peux induire en erreur, que je peux formater d'une manière ou d'une autre, sur lequel je peux mettre des biais en y incluant des données, il va falloir que je mette en place des mesures de sécurité supplémentaires et pas seulement celles que vous connaissez habituellement dans le cadre d'un projet informatique lambda. Et puis, régulièrement, il faut que je fasse des tests
pour identifier et atténuer des risques que je n'aurais pas pu voir. Si je vous donne un exemple, j'ai une application qui, par système d'intelligence artificielle, va identifier si mon grain de beauté a un cancer ou pas. Si je constate petit à petit que finalement, il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet, il va falloir peut-être retirer mon SIA du marché ou le réentraîner et m'assurer en tout cas qu'il n'y ait pas d'erreur. Ou qu'il ne permette pas, par exemple, d'exclure une population sur lesquelles on verrait moins les grains de beauté que sur d'autres populations. Voilà, ça peut être des exemples qui peuvent parler. Dans tous les cas, quand je suis fournisseur, il faut que je coopère avec les autorités. Il faut que je fournisse les infos demandées, que je signale les incidents graves, que je désigne un mandataire dans l'Union européenne, si je suis en dehors de l'UE, et que je collabore en cas de risque. Ça, c'était si j'étais moi-même fournisseur du SIA. Donc, à nouveau, j'ai bougé un petit peu mon SIA initial, soit parce que j'en ai bougé l'objectif, soit parce que j'en ai bougé substantiellement le contenu, soit parce que j'y ai simplement apposé ma marque, ou soit parce que je l'ai mis en service en interne. Si en revanche, j'ai choisi un truc sur étagère et que je suis donc déployeur d'un système d'IA, là, pour le coup, je n'ai pas rien à faire. Je suis responsable en tant que déployeur de mettre en place un contrôle humain. Ce qui veut dire qu'il faut quand même que je m'assure auprès de mon fournisseur que j'ai la possibilité technique de mettre ce contrôle humain en place. Parce que parfois, on va me donner le truc sur étagère et il est impossible que je mette en place un contrôle humain. Donc, ça veut dire qu'il faut que je crée des procédures à côté. C'est la première option. Deuxième option, ça va être de retourner voir le fournisseur et de lui dire « Merci de me dire » ou « Merci de me fournir les moyens de faire soit un stop, soit de faire une évaluation avant toute réponse, soit d'avoir la possibilité de choper des échantillons, soit voilà. » Il faut que je m'assure aussi de la qualité des données d'entrée. Quand je vais lui fournir des informations, en fait, les données que je lui fournis, c'est moi qui suis responsable de leur qualité. Je suis également responsable en qualité de déployeur de la surveillance du fonctionnement. Et je dois, si jamais je constate qu'il y a des erreurs, des biais, que potentiellement une population est mal reconnue. Si je prends de la vidéosurveillance, si demain il y a une population avec des traits peut-être par exemple plus asiatiques qu'on va moins bien reconnaître qu'une population avec des traits plus européens, et là pour le coup c'est à moi d'en alerter le responsable et donc le fournisseur. Évidemment, si j'utilise un outil qui va traiter des données à caractère personnel de mes salariés et que je mets à disposition de mes salariés, information des IRP, information aux collaborateurs, d'autant plus que je peux d'une certaine manière surveiller un petit peu leur activité puisque je vais avoir tous les logs. Évidemment, en qualité de déployeur, si j'ai de la donnée à caractère personnel, si ça me permet de faire un profilage, si on rentre dans l'une des catégories, je vais devoir faire une AIPD. C'est absolument indispensable. Donc, ça veut dire que quand je suis déployeur, je n'ai pas rien à faire. Quand je suis aussi déployeur, c'est sur moi que va peser aussi l'obligation d'avoir une analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Je vais donc devoir me poser la question de quel serait l'impact sur les droits fondamentaux des individus. Et les droits fondamentaux, il y en a une 50aine. Donc, ce que vous avez contenu avec les études d'impact sur la vie privée, les EIVP ou AIPD, là, mon analyse de risque, elle est beaucoup plus complexe à créer et à mettre en œuvre. Et en réalité, elle va devoir contenir beaucoup plus d'impact et d'évaluation du risque. Il faut que je prenne en compte le risque réputationnel, il faut que je prenne en compte le risque d'un point de vue environnemental, il faut que je prenne en compte le risque de perte d'emploi ou d'incident pour les personnes, exclusion d'un service, quel qu'il soit. Donc, mon analyse, elle s'appelle FRIA en anglais, ou analyse d'impact sur les droits fondamentaux, donc AIDF en français. Ces analyses-là, c'est des documents qui sont très, très lourds à construire et sur lesquels, évidemment, moi, en tant que déployeur, je dois avoir une vision et je dois récupérer cette analyse et l'effectuer avec le fournisseur. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place. D'une façon générale, pour les deux, j'ai des obligations de transparence. Quand je suis fournisseur, il faut que j'informe les utilisateurs, sauf si a priori c'est évident, il faut que je fournisse une notice d'utilisation.
Et quand je suis déployeur, j'ai aussi une obligation d'information. C'est-à-dire que je dois utiliser la notice effectuée et préparée par le fournisseur, la rendre dans un langage un peu plus accessible aux personnes concernées, car tous les usagers de mon système d'intelligence artificielle doivent comprendre les risques, doivent comprendre comment le modèle a entraîné et doivent comprendre finalement l'impact de l'utilisation. Et cette utilisation doit se faire en toute connaissance de cause. Pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, je passe rapidement. J'ai à nouveau beaucoup de documentation technique, des politiques à créer en matière de droit d'auteur, les résumés du contenu d'entraînement, des choses qui sont assez standards. Et pour les risques systémiques, donc là on parle de systèmes d'intelligence artificielle où je vais avoir des capacités de calcul qui sont particulièrement importantes. J'ai des évaluations de risques complémentaires, une communication obligatoire sur les incidents graves et des éléments de cybersécurité qui sont renforcés. Donc, quand je suis déployeur, qu'est-ce que je dois récupérer auprès du fournisseur? La notice d'utilisation, mais aussi toute la doc technique avec la conformité réglementaire, déclaration UE, marquage CE, les systèmes de gestion de la qualité, donc un descriptif de la gestion de la qualité, la journalisation des événements du système et les plans de surveillance post-commercialisation. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire une petite introduction. Et je vais laisser maintenant Imen et Olivier vous montrer comment on peut faire ça concrètement. Je vais peut-être vous rendre la main. Je prends la main. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Parfait. Ok, très bien. Merci Marine, bonjour à toutes et à tous. Alors, notre solution MyDPO vous permet aussi de documenter votre SIA, que ce soit des fournisseurs ou les déployeurs. Pour cela, nous avons un module dédié dans le registre ici, qui s'appelle registre SIA. Et donc, nous allons tout simplement ouvrir une fiche et la remplir. Donc, dans ce cas-là, nous avons l'exemple de la vidéosurveillance pour une solution qui s'appelle vProtect. Donc là, je vais vous montrer les différents champs à remplir pour respecter justement ce principe de transparence. Donc là, nous allons apporter un descriptif général du SIA. Donc le nom du commercial ou l'identifiant SIA. Le rôle, est-ce que c'est un déployeur, est-ce que c'est un fournisseur? Et ici, apporter aussi une description fonctionnelle. Donc à quoi sert cette solution, les utilités, etc. Ensuite, on va venir ici préciser l'objectif visé. Donc, dans la solution MyDPO, on propose une liste box. Donc, dans le cas là de la vidéosurveillance, on va dire que c'est l'analyse des données. Mais on peut aussi sélectionner plusieurs objectifs. Ici, on va préciser le domaine d'application. Imen, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que c'est un SIA autour de la vidéosurveillance qui va faire de l'analyse d'image en vue de détecter des personnes qui porteraient des armes ou des choses comme ça dans le contexte. Donc, on décrit ici ce système d'intelligence artificielle. Oui, exactement. Donc là, on a bien précisé dans la description fonctionnelle que voilà, la solution permet de détecter en temps réel les objets dangereux, notamment les armes à feu ou les armes blanches. Alors, donc là, on va venir préciser donc le statut de la fiche SIA. Est-ce qu'elle est en étude, en validation, en statut brouillon? Donc ça, c'est pour le suivi justement de la complétude de cette fiche. Là, on va préciser la date de mise en service de la solution. S'il y a une mise à jour aussi, donc ici, on pourra préciser la date de dernière mise à jour. Là, on va venir préciser le pays dans lequel la solution est déployée. Et aussi les responsables, donc l'équipe en charge de déploiement. Et on va aussi, comme l'a précisé Marine, qu'il faudra documenter aussi de la documentation. Donc là, vous pouvez rajouter un lien vers un dossier. Ensuite, on vient préciser donc tout ce qui est dans la partie technique, donc la description technique, on va préciser quelles sont les catégories de données utilisées pour l'entraînement. Donc pareil, on propose une liste box. Donc est-ce que c'est des données physiques, raciales, voilà. Donc dans le cas là de notre exemple vidéosurveillance, on va préciser qu'il s'agit d'enregistrement d'images.
Ensuite, on va venir préciser quelles sont les catégories de données traitées pendant l'utilisation. Donc, pareil, donc là, on a une liste box des catégories de données. Donc là, on précise dans le cas de la vidéosurveillance qu'il s'agit d'enregistrement d'images. Ensuite, on va venir préciser les méthodes d'entraînement. Est-ce que c'est un apprentissage supervisé, non supervisé, semi-supervisé? Donc pareil, on propose une liste box. Et le type d'algorithme. Donc là, pareil, donc on a une liste box de type d'algorithme. Vous pouvez sélectionner ou sinon vous mettre autre si jamais l'algorithme utilisé ne figure pas dans notre liste. Et là, vous allez aussi venir préciser les sources de données utilisées. Donc là, par exemple, dans ce cas, l'image de vidéosurveillance réelle prise pendant 6 mois. S'il y a des interactions avec d'autres SIA, donc on pourra le préciser. Nous avons un champ texte libre pour fournir cette information. Ensuite, ici, vous allez préciser les critères de performance. Donc, pareil, nous avons un champ texte libre pour préciser l'information et pareil pour la technologie exploitée. Ensuite, on arrive à la partie conformité réglementaire. Donc, ce qui est bien dans MyDPO, c'est que les différents modules sont liés entre eux, notamment donc, le registre des traitements. Donc, on va venir préciser quelle est la référence avec l'analyse d'impact qu'a précisé tout à l'heure Marine. Donc, nous, dans l'outil, nous avons déjà effectué une analyse d'impact dans le module dédié qui s'appelle AIPD. Du coup, ça nous permet de faire le lien directement dans la fiche SIA avec cette AIPD. Et pareil pour la partie RGPD, donc nous avons déjà un traitement qui concerne la vidéosurveillance et on pourra du coup préciser et faire le lien directement avec le registre. Là, on va venir préciser le niveau de risque. Donc, est-ce que le risque est minimal, à haut risque, un risque inacceptable? Donc là, dans le cas de la vidéosurveillance, on a mis que le risque était haut. Et ici, on va préciser donc les normes spécifiques appliquées. Vous avez un champ texte dédié. Et pareil, pour la déclaration de conformité UE, si applicable, vous pouvez saisir cette information dans ce champ texte libre. Là, on va récupérer les résultats puisque je vais vous montrer tout à l'heure qu'on a donc la possibilité d'évaluer le risque. Donc, on a des critères que vous voyez ici à droite, je vais y revenir. Donc, le score global va apparaître automatiquement ici avec donc le niveau de risque. Ensuite, on arrive à la partie mesure de gestion du risque. Donc, on va préciser en cas pour la transparence et explicabilité. Donc, nous proposons une liste box. Donc là, par exemple, dans le cas de la vidéosurveillance, on précise que la documentation on a fourni la documentation qui permet d'expliquer les résultats, les résultats, tout simplement. Et pareil, donc là, on va préciser donc comment on gère donc les biais et la non-discrimination. Donc là, vous avez également une liste box donc, qui est très riche. Donc, vous avez la possibilité du coup de sélectionner ce qui convient. Ensuite, là, on va venir préciser le processus de gestion des risques IA. Donc là, vous avez un champ texte dédié. Ensuite, on va décrire la qualité et la robustesse de la solution. Pareil, donc nous avons un champ texte dédié pour ça. Et pareil pour les mesures de sécurité spécifiques déployées. Imen, est-ce que tu peux juste zoomer sur ces deux champs texte pour qu'on se projette un petit peu dans le cas d'usage? Oui. Alors, du coup, là, on est dans le cas de la vidéosurveillance. Donc, pour la partie qualité et robustesse, on va préciser qu'il y a des crash tests sur des objets de taille et de forme similaires, par exemple, et que, par exemple, le système a été entraîné sur un jeu de données diversifié, équilibré, annoté. Voilà, et qu'il y a différentes armes, feu blanche, réel. Il faut vraiment apporter cette précision. Qu'il y a par exemple divers environnements, que la solution a été utilisée dans des aéroports, des gares, des écoles, des lieux publics. Donc voilà, par rapport, je prends ces 3 exemples.
Et pour les mesures de sécurité spécifiques, par exemple, de dire impossibilité d'interaction sur attaque adversariale, authentification multifacteur, donc ça veut dire qu'il y a un accès admin restreint, conservation des données pendant 24 heures, donc préciser ces mesures de sécurité déployées. Il y a aussi, par exemple, une minimisation des données, donc seules les zones pertinentes sont filmées, par exemple. Voilà, donc ensuite, on arrive au plan de réponse incident IA. Donc là, on a mis un lien vers, du coup, comment gérer les incidents IA. Donc, c'est un lien qu'on peut copier et y accéder directement. Ici, s'il y a des instructions d'utilisation spécifiques, il y a un champ dédié pour le préciser. Ensuite, on arrive à la partie information relative à la chaîne de distribution. Donc ici, on va préciser par exemple le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur. Donc là, on a pris par exemple une solution, donc Léa, le fournisseur Verismart, qui est éditeur de la solution VProtect. Ici, s'il y a un distributeur, du coup, on va mettre le nom du distributeur. Et ensuite, engagement des parties prenantes. Donc, on peut rajouter une annexe là, annexe technique, qui a été complétée et annexée au contrat. Donc, on pourra rajouter à la fin de la documentation. Là, on pourra préciser s'il y a l'annexe AI, du coup, qui a été complétée, oui ou non. Est-ce qu'il y a de la documentation technique qui a été fournie? Donc là, soit oui et incomplète ou non transmise. Et dans la partie information utilisateur, on va venir préciser la typologie d'utilisateur. Donc, vous avez une liste box avec une liste de catégories de personnes. Donc là, par exemple, on a précisé dans le cas de la vidéosurveillance qu'il s'agit des visiteurs ou des clients. Là, on va venir préciser donc dans la partie surveillance et mise à jour la récurrence de la surveillance et méthodologie. Par exemple, là, on vérifie des faux positifs, faux négatifs, les responsables, l'objet, donc évaluer la performance du modèle en conditions réelles, par exemple. Et il y a une revue du modèle AI, donc voilà, mensuelle, etc. Donc apporter ces précisions. Qui est le responsable? C'est le RSSI, par exemple. Ensuite, les alertes système. Donc là aussi, pareil, dans le cas de la vidéosurveillance, on peut préciser qu'il y a eu, par exemple, une défaillance d'une caméra capteur, une erreur de traitement AI, donc voilà, une latence. Donc voilà, préciser vraiment s'il y a eu des alertes. Ensuite, on va préciser s'il y a eu des plaintes utilisateurs. Donc, vous avez un champ texte dédié s'il y a des plaintes. Ici, vous avez un champ où vous allez pouvoir préciser la date de mise à jour. Ensuite, on a la partie où on va renseigner donc, le contenu de la mise à jour, s'il y a eu des mises à jour. Donc, par exemple, ici, nouvelle jauge visuelle, donc vraiment préciser, apporter cette précision. Il y a eu une optimisation de l'ergonomie sur écran tactile, par exemple. Voilà. Ici, on va pouvoir rajouter des actions. Donc, si là, dans le cas de la vidéosurveillance, on avait précisé que la documentation n'a pas été transmise complètement, donc là, par exemple, on peut créer une action pour dire qu'on va contacter le fournisseur pour obtenir la documentation. Donc, il y a la deadline, il y a aussi des notifications qui seront envoyées directement à l'adresse du responsable. Imen, juste avant que tu enchaînes sur l'analyse de risque, on voit là que pour documenter son système d'intelligence artificielle, on a beaucoup plus d'informations à renseigner au niveau de sa fiche, hein, comparativement parlant à une fiche de traitement classique. On a énormément de champs et vous voyez aussi ici que la fiche de SIA, elle vit puisqu'on enregistre éventuellement les plaintes, les incidents, etc. Donc, c'est une approche qui est vraiment similaire à celle du RGPD, bien évidemment, mais il faut documenter beaucoup plus son système d'intelligence
l'intelligence artificielle qui va être mise en place ici dans notre exemple, c'est en qualité de déployeur. Voilà. Donc, une fois qu'on a renseigné tout ça, on fait sa petite analyse de risque pour voir comment se positionne ce système d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Du coup, par rapport à l'évaluation des risques, vous avez 6 thématiques. Donc, on va venir ici, par exemple, je prends la première, risque lié à la nature des données. Si vous cliquez dessus, vous aurez plusieurs critères où vous avez la possibilité d'évaluer, faire une première évaluation, de dire est-ce qu'il est limité, est-ce qu'il est maximal, par exemple. Donc, et si jamais il est limité, donc il n'y a pas besoin de mesures d'atténuante. Mais par contre, s'il est haut, par exemple, je prends cet exemple-là, robustesse, haut. Donc là, vous avez la possibilité directement dans MyDPO de préciser les mesures d'atténuation de ce risque. Donc, vous avez une liste box assez riche aussi, donc, dans laquelle donc c'est un système de cases à cocher. Vous cochez du coup les mesures et par la suite, donc il y a forcément des actions qui seront créées automatiquement. Donc là, on a ici précisé qu'il y a une analyse d'LLM, par exemple, et du coup, si je descends, j'ai l'action analyse d'LLM et vous pouvez suivre le cours de cette action. Qu'est-ce qu'elle est à faire en cours ou terminée. Et une fois terminées, les actions terminées, on va pouvoir réévaluer le risque après la mise en œuvre de ces mesures. De dire, par exemple, il est passé de limité à faible, par exemple. Voilà. Et on va faire ça avec les différentes thématiques. Donc, on a le risque de sécurité et de continuité, les risques légaux et réglementaires, risques réputationnels et environnemental et risques liés aux utilisateurs et au dialogue social. Et dans cette partie-là, on va retrouver le plan d'action. Donc, on va regrouper toutes les actions des différentes thématiques, donc les 6 thématiques. Et on a un plan d'action général ici. Et à la fin, vous avez un radar où vous pouvez voir donc la répartition des risques par thématique. Et ici, vous avez 2 codes couleurs. Donc, la couleur bleue qui fait référence au risque moyen et la couleur rouge qui est le risque maximal. Et vous avez un deuxième radar ici où on précise du coup le risque initial et le risque après mitigation. Nous avons une question d'Hélène qui nous demande, ce n'est pas au fournisseur de faire les tests de qualité de robustesse? J'ai vu qu'il y avait même 2 questions. Alors, la première, pour l'analyse doit se faire dans tous les cas ou uniquement si l'utilisation est considérée comme haut risque. En fait, vous avez une liste limitative, mais qui est sujette à beaucoup de modifications sur le fait qu'on soit dans un SIA à haut risque ou non. En réalité, sur le système de management de la qualité, les recommandations, et notamment celles de la CNIL, sont de faire cette analyse de la qualité et surtout cette analyse de risque sur tous les systèmes d'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, quand bien même ils ne sont pas considérés comme étant à haut risque dans le cadre de l'AI Act, ils ont en réalité des risques toujours résiduels, notamment en termes de transparence sur les personnes concernées. Ensuite, sur la deuxième question sur les fournisseurs, est-ce que c'est à eux de faire les tests qualité et robustesse? Oui et non. Parce qu'en fait, c'est à eux de faire les tests qualité et robustesse au moment de la conception et de la création du système d'IA. Mais en réalité, les tests qualité et robustesse sur le long terme, vous êtes, vous, responsable quand vous êtes déployeur, de surveiller le système d'IA et de faire remonter toute erreur que vous pourriez croiser. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est finalement de mettre également en place un minimum de gestion de la qualité et de vérification de la robustesse du système d'IA. A fortiori, même si vous ne le vendez pas sous votre marque, mais que vous le mettez à disposition de plusieurs salariés chez vous ou de personnes externes, je pense à un outil qui irait scanner et screener les CV, a fortiori, si l'outil peut prendre des décisions pour les personnes concernées. Voilà. J'ajoute que dans cette analyse de risque que vous voyez au tableau, on a choisi de faire une double analyse de risque. C'est-à-dire que vous avez le risque moyen de la catégorie et le risque maximal de la catégorie. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, vous pouvez
très bien avoir en moyenne un risque un peu moins élevé sur une branche. Je prends par exemple sur la branche sécurité et continuité. En moyenne, j'ai un risque qui est relativement bas. Mais j'ai quand même un item sur lequel on va voir qu'on a un risque élevé. Et donc cet item-là nécessite quand même d'être regardé. Et c'est donc la raison pour laquelle vous avez deux radars. Un premier radar en couche de risque moyen et puis un radar en couche initiale de risque le plus élevé sur chaque catégorie. Sachant qu'évidemment, l'idée, c'est que vous ayez, j'allais dire mitigé, mais ce n'est pas le bon mot en français, mais que vous allez avoir limité le risque de chacune de ces catégories sur le SIA final, puisque l'analyse de risque se fait initialement et puis petit à petit, soit parce que vous avez obtenu la documentation technique, soit parce que finalement on va limiter les données, soit parce que vous allez mettre une grosse supervision humaine dessus. En fonction de tous ces éléments-là, c'est à ce moment-là que vous allez décider concrètement de réduire ce risque global. Je rajouterais que quand vous faites votre analyse de risque, vous allez détecter, vous allez vous positionner. Mais derrière, vous allez mettre en place des actions qui vont normalement permettre de limiter ce risque-là. Et donc, au niveau de l'application, on vous propose de vous projeter aussi, une fois que ces actions seront mises en œuvre, où est-ce que vous allez vous situer par rapport au risque initial. On va peut-être passer, Imen, sur les liens entre la fiche de traitement. On va montrer rapidement la fiche de traitement, l'AIPD, et on va enchaîner sur le questionnaire fournisseur peut-être. Oui. On va peut-être aller directement au questionnaire fournisseur parce qu'il nous reste un quart d'heure. Là, du coup. Oui, c'est ça, je vais faire. Du coup, là, je vais juste préciser qu'à la fin de cette évaluation, vous avez un score qui apparaît automatiquement avec le niveau de risque directement sur la fiche SIA. Alors, je vais passer directement à l'évaluation des fournisseurs. Donc, dans MyDPO, nous avons intégré un questionnaire ici avec cette thématique évaluation des SIA, enfin SIA des prestataires. C'est un questionnaire qui contient 38 questions, donc qui sont déjà intégrées dans l'outil et qu'on va pouvoir envoyer directement aux fournisseurs. Donc, pour cela, donc, il est personnalisable, donc vous avez la possibilité de rajouter des questions si vous souhaitez. Alors, je vais aller directement dans le module dédié qui est prestataire et prendre donc Verismart. Donc, l'exemple, on reste toujours dans l'exemple de la vidéosurveillance. Donc là, j'ai envoyé moi-même un questionnaire à ce fournisseur. Voilà. Et là, vous avez la possibilité sur sa fiche donc lui, il a déjà répondu au questionnaire. Il va recevoir un lien directement sur son adresse mail. Il va ouvrir le lien et il va répondre directement aux questions. Et une fois qu'il valide ces questions-là, moi, de mon côté, sur sa fiche, je peux voir automatiquement, donc il y a son niveau de conformité qui apparaît automatiquement et je peux avoir accès directement aux questions avec ses réponses. Donc là, par exemple, est-ce qu'il doit apporter une modification substantielle du système d'IA? Il a répondu oui. Donc voilà, je peux voir toutes les réponses et je peux aussi récupérer si jamais il rajoute des documents. C'est des éléments qu'on peut récupérer directement dans MyDPO ici et qu'on peut télécharger. Donc voilà, donc on a cette fonctionnalité dans notre outil. Tu voudrais rajouter quelque chose, Olivier, peut-être? Non, du tout. Je crois qu'on peut regarder l'autre fonctionnalité qu'on a mis en œuvre au niveau de l'IA Act. Très bien. Alors, au niveau de peut-être juste pour un petit retour d'expérience, nous avons essayé là chez plusieurs clients ce questionnaire. 38 questions, c'est pas énorme. Hein. On n'est pas censé être sur un questionnaire qui est particulièrement compliqué. Pour autant, jusqu'à maintenant, je m'aperçois qu'il est très difficilement complétable, non pas parce qu'il est compliqué, mais parce que ce qu'on vous vend en système d'IA associé dans un logiciel est souvent pas du tout documenté et souvent beaucoup de bricolage et souvent surtout très peu complet en termes d'information. Voilà, donc la plupart du temps, et c'est un exercice qui est très positif, hein, c'est-à-dire d'envoyer ce type de questionnaire à un fournisseur et de voir la réaction, va tout de suite vous orienter sur le sérieux de la structure en face et sur
les capacités qu'elle a à réellement avoir un système de management de la qualité du système d'IA qu'elle vous propose. Et donc du fait qu'ils ne disent pas d'âneries et qu'ils ne vous induisent pas en erreur avec des recommandations qui ne seraient pas conformes. Voilà. Pardon, je t'en prie, Imen, excuse-moi, c'était pour la petite précision. Ouais, pas de souci. Alors, du coup, on va passer à l'AI Act. Donc, nous avons aussi un module dédié pour évaluer un petit peu la conformité. Donc là, vous avez un questionnaire qui comporte une 50aine de questions réparties en 17 chantiers que vous voyez ici. Donc, politique, accountability, l'AI Compliance Officer, supervision humaine. Donc, voilà. Jusqu'au dernier chantier, rapport du responsable de la conformité AI. Alors, comment répondre à ce questionnaire? On va tout simplement cliquer sur la thématique, la première thématique politique. Donc, vous avez plusieurs questions auxquelles donc, vous pouvez répondre soit oui, soit non. Vous avez la possibilité de joindre des fichiers. Donc là, vous allez mettre tout simplement suivant et là, vous pouvez dérouler le questionnaire. Donc là, on a trois questions par thématique à peu près. Donc, une fois on aura répondu à ce questionnaire, nous avons un plan d'action qui sera généré automatiquement par thématique. Donc là, par exemple, dans la partie politique, à chaque fois qu'on répond non, forcément, ça va nous générer une action. Et du coup, ça sera votre feuille de route pour suivre l'état d'avancement. Donc là, vous avez la possibilité de modifier la priorité, le statut de l'action et même de définir une deadline. Et vous avez un score, ce soit un score initial et le score actuel par thématique. Et vous avez un score global aussi. Donc là, vous avez toute la liste des actions par thématique. Et vous avez aussi la partie statistique. Donc là, vous avez un autre radar, où on a pareil le code couleur, la partie grise qui représente du coup le score initial et la partie orange, c'est l'évolution de votre score et on retrouve toutes les thématiques, donc les 17 thématiques. Voilà pour cette partie-là. Donc ici, vous allez pouvoir en fait évaluer votre niveau de maturité par rapport à l'IA en tant que déployeur, par exemple, pour le coup, et donc et mettre en place ces actions qui sont potentiellement nécessaires de manière à améliorer ce niveau de maturité ou ce niveau de conformité par rapport à l'IA Act. Voilà, donc l'idée, c'est que cette plateforme, aujourd'hui, elle a été conçue pour améliorer au quotidien la problématique d'entreprise dans lesquelles, en fait, on se retrouve à devoir gérer des systèmes d'intelligence artificielle sans avoir une vision globale, parce que ce que ne vous a pas montré Imen, elle vous a montré la fiche SIA, mais en réalité, c'est un registre des systèmes d'intelligence artificielle qui est l'une de vos obligations d'une façon générale, de cartographier vos systèmes d'IA, que vous soyez fournisseur ou déployeur, vous êtes censé avoir une vision globale de tous les systèmes d'intelligence artificielle que vous gérez. Certains couvront de la donnée personnelle et donc vous allez les retrouver dans votre registre des traitements, mais parfois ce ne sera pas le cas et il faudra que ce soit ailleurs. Donc en réalité, finalement, la plateforme aujourd'hui, elle vous permet de faire un lien entre les équipes data, gestion de projet, et l'équipe DPO qui sera peut-être en charge de la vision des systèmes d'intelligence artificielle et puis surtout de leur validation. Là où on est passé peut-être un peu vite, et c'est vrai que c'est important pour vous, c'est que parfois, vous n'aurez pas toutes les compétences techniques. C'est un monde à part, l'intelligence artificielle. Donc, déjà que la protection des données et puis la réglementation est un langage complémentaire. Si je vais en rajouter dessus tous les éléments mathématiques liés à l'intelligence artificielle, ça devient extrêmement complexe. Ce qui est très intéressant, là, ce que vous allez retrouver dans les fiches projets, c'est beaucoup de menus déroulants qui vont vous donner finalement des guidelines sur déjà comment décrire votre SIA, mais pas seulement les éléments techniques qui vous permettent de les définir. C'est-à-dire que dans les outils, les technologies qui sont utilisées, vous avez quand même des catalogues qui sont pré-remplis et qui peuvent vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de compétences sur ces sujets-là, avec évidemment beaucoup de catalogues dans la plateforme et cette analyse de risque intégrée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Si vous les avez, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il nous reste encore 5 petites minutes.
Globalement, on est sur un outil qui est accessible financièrement, que vous soyez DPO en interne ou en externe, avec des licences qui sont plutôt nombreuses et vous avez la possibilité d'interagir avec vos collègues et travailler avec vos collègues sur la plateforme en concomitance, hein, donc de façon concomitante, c'est plus français, donc exit les multiples versions. La possibilité, là aujourd'hui, on n'a pas uploadé des documents, mais en réalité, vous avez tout un coffre-fort intégré dans MyDPO sur lequel vous allez pouvoir mettre tous les documents techniques et donc avoir une centralisation de l'information dans ce sujet de système d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, vous avez là-haut un onglet projet SIA qui est intégré. Et ça vous donne, par exemple, un exemple où on pourrait intégrer pas mal de choses. Voilà, donc c'est un outil qui se veut très didactique, même si le sujet et la matière est complexe. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je ne vois pas de questions, donc ça veut dire qu'Olivier et Imen ont été hyper clairs. Et ça, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour leur présence ce matin et pour toute cette démonstration menée de main de maître par Imen. Bravo. Et puis, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à tous vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire. Il y en a un demain et qui sera sur les sujets de réglementation internationale applicable en matière de protection des données, comment je gère toutes ces réglementations qui sont différentes. Et puis, on en aura un autre dans 2 semaines sur les sujets de DORA. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous y inscrire et à suivre notre page pour tous nos webinaires. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.